Le président de la République, Alassane Ouattara, a été honoré à New York. Il a reçu le prix 2014 de Africa America Institute en marge de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le Premier ministre a accordé une audience au représentant de l'Union africaine, Ambroise Nyonsamba, en fin de mission en Côte d'Ivoire. En Syrie, la coalition anti-djihadiste poursuit ses frappes pour empêcher l'avancée de l'armée islamique qui sème la terreur dans le pays. Et puis sport football, finale du trophée de la réconciliation doté de la coupe à Montano, directeur de cabinet du président de la République. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre 20h. Le président de la République, et je vous l'annonçais dans les titres, était à New York pour participer à la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Session marquée par l'allocution du chef de l'État à la tribune des Nations unies et ses communications sur le climat et le virus Ebola. À la fin de son séjour, le président Alassane Ouattara a été honoré. Le prix de la Fondation Africa Institute 2014 lui a été décerné. Jérôme Kofi Abolin est un autre envoyé spécial à New York. Voici son reportage. Gotham Hall, 1356 Broadway, 36e rue, New York, lieu choisi pour la cérémonie de distinction au président de la République, Alassane Ouattara. Aux environs de 20h, heure locale, comme prévu, le chef de l'État y est arrivé avec à ses côtés son épouse Dominique Ouattara, des membres de son cabinet et des membres du gouvernement composant la délégation ivoirienne pour la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Pour accueillir le président Alassane Ouattara, d'abord, un standing ovation suivi de l'abidjanaise. Cérémonie à l'actif de la Fondation Africa America Institute à l'occasion de son 30e gala. La Fondation, en décernant le prix EEI 2014 au président Alassane Ouattara, entend lui rendre hommage pour ses nombreuses actions pour le progrès de la Côte d'Ivoire. Un tel geste, le chef de l'État ne pouvait pas y être indifférent. Really, I'm grateful to the African American Institute. Le président de la République, heureux, il a exprimé sa gratitude à la Fondation et tous ses membres pour avoir porté leur choix sur sa personne. La soirée, avec l'ambiance festive qui l'a caractérisée, a duré pendant environ 2 heures d'horloge. Elle a surtout été marquée par la prestation de l'artiste sud-africaine Yvonne Chaka Chaka. Par ailleurs, un dîner d'affaires a été offert en l'honneur du président Alassane Ouattara et c'était à l'initiative de Corporate Council on Africa. Jérôme Kofi Abolin. Cette soirée a été une occasion en vue de la présentation d'un film institutionnel du CPC sur les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a présenté ces opportunités en mettant l'accent sur les ouvertures au niveau de l'or, du nickel, du manganèse, du café et du cacao, pour ne citer que ces secteurs-là. Le président de la République a saisi l'occasion pour parler de la réconciliation nationale. Il a indiqué que le dialogue reste ouvert à l'opposition. Le président Alassane Ouattara a aussi évoqué son alliance avec le président Bédié. Pour lui, ce soutien est une garantie pour sa réélection en 2015. Je rappelle que le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier samedi. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu le représentant de l'Union africaine en Côte d'Ivoire. Ambroise Nyonsaba, en fin de mission, est allé faire ses adieux au Premier ministre. Jean-Marie Aka, PCA de la CIPRA, société qui mène un projet de production intensive de maïs à grains jaunes dans le nord du pays, a été également reçu par le Premier ministre. De nouveaux projets ont été présentés au chef du gouvernement, Hugues Hervé Blé, compte rendu. Ambroise Nyonsaba aura passé 9 ans en Côte d'Ivoire comme représentant de l'Union africaine. Cette rencontre avec le Premier ministre marque ses adieux au chef du gouvernement. Bientôt, ma mission en Côte d'Ivoire va finir, donc je suis venu lui présenter mes adieux et en même temps le remercier pour tout le soutien que le gouvernement de Côte d'Ivoire
a offert à notre bureau de liaison de l'Union africaine. Et donc souhaiter aussi que la Côte d'Ivoire poursuive ses programmes prioritaires pour que le pays devienne, suivant le vœu du président de la République, un pays émergent en l'an 2020. Le président du conseil d'administration de la CIPRA s'est félicité du soutien du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan au projet de production intensive de maïs à grains jaunes dans le département de Diko-Dougou. De ce projet officiellement lancé en présence du Premier ministre et de plusieurs autres, il a été question au cours de l'entretien qui lui a été accordé. Nous sommes en pleine phase de construction d'une nouvelle usine de nutrition animale qui sera installée à Yamoussoukro et donc pour laquelle nous prévoyons la fin des travaux à la mi-2015. Nous lui avons également parlé de la ferme industrielle de volailles, un investissement qui est en cours d'achèvement dans la zone d'Arboville, un investissement important parce que ce serait la ferme la plus importante pratiquement de l'Afrique noire. La société ivoirienne de production animale CIPRA a été créée en 1976 avec pour objectif de développer une filière avicole moderne et contribuer ainsi à l'autosuffisance alimentaire de la Côte d'Ivoire. Le groupe de la Banque mondiale à la rencontre des députés à l'Assemblée nationale. Cette rencontre de travail s'inscrit dans le cadre des consultations initiées depuis le 10 septembre par cette institution financière internationale pour mieux appréhender les nouveaux défis de développement de la Côte d'Ivoire. Reportage Léon Broukwame. 750 millions de dollars, l'équivalent de 375 milliards de francs CFA, c'est le volume d'aide du groupe de la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire pour les 3 années prochaines. À la délégation de l'institution financière venue recueillir les domaines prioritaires de développement, les présidents de commissions et de groupes parlementaires ont expliqué les attentes des populations. Routes, eau potable, électricité, santé, éducation, formation, emploi jeunes. À la tête de ces priorités, la question du foncier. La Côte d'Ivoire dispose d'une loi et se donne les moyens d'appliquer ces lois. La Banque mondiale, sur les questions foncières, travaille dans beaucoup de pays. Nous accompagnons donc la Côte d'Ivoire déjà pour faire en sorte que la question foncière ne soit pas une source de conflit, mais que ça soit une solution au développement. Cette séance de travail avec les députés, toujours selon la Banque mondiale, est d'importance vu que les parlementaires ont le privilège d'être en contact avec les populations, en plus d'exercer le contrôle de l'action gouvernementale et de voter les lois de finances où s'inscrivent les aides des partenaires au développement. Elle intervient dans le prolongement des consultations de l'institution pour préparer son nouveau partenariat avec la Côte d'Ivoire, le dernier d'une enveloppe globale de 1,5 milliard de dollars, soit 750 milliards de francs CFA, ayant déjà expiré. La bourse de sous-traitance et de partenariat de Côte d'Ivoire veut aider les entreprises du bâtiment et du secteur des travaux publics à être plus compétitives. Elle a pour cela formé les responsables d'entreprises au mécanisme des offres sur le marché public. Compte rendu Serge Colléa. Les entreprises locales du bâtiment et des travaux publics rencontrent d'énormes difficultés dans le secteur. Elles sont notamment confrontées à un problème de préfinancement des travaux. De nombreuses structures du bâtiment se disent lésées dans les passations de marchés publics. Pour aider ces entreprises à être plus compétitives, la bourse de sous-traitance veut mettre en place le label BSTP. Il s'agit, a indiqué le directeur de la bourse de sous-traitance et des partenariats de Côte d'Ivoire, Konaté Amael, de renforcer les capacités des professionnels afin d'avoir des sociétés solides et compétitives capables de faire face aux défis de l'émergence. Lorsqu'on élabore un label qui doit former ces entrepreneurs, qui doit les qualifier, qui doit permettre de maîtriser leur secteur d'activité ou leur métier, alors il s'impose en ce moment-là l'ouverture des marchés. Et quand on a la compétence, dès que le marché est ouvert, il y a une confiance qui naît. Ce label il sera connu même au niveau même de certaines banques avec lesquelles nous allons travailler
pour que le préfinancement de certains marchés soit assez aisé pour que ces entreprises travaillent de façon normale. Cette formation vient à point nommé. Elle va rendre crédibles les entreprises participantes. Elle permettra surtout d'être évaluées sur des marchés. La bourse de sous-traitance et de partenariat de Côte d'Ivoire existe depuis 1997. Elle a entre autres objectifs de contribuer à une meilleure productivité des entreprises, aider à l'amélioration de la qualité et favoriser les courants d'échange en Côte d'Ivoire et à l'international. Un mot de santé et retenez que le 28 septembre de chaque année est célébrée la journée mondiale contre la rage. La rage est une zoonose, c'est-à-dire une maladie transmise de l'animal à l'homme. Elle est mortelle et touche environ 60 000 personnes dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Face à cette situation préoccupante, la sensibilisation des populations s'impose. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, environ 60 000 personnes meurent de la rage chaque année. En Côte d'Ivoire, sur 10 cas de morsure déclarés, 8 cas de décès sont dus à la rage. Cette maladie se transmet de l'animal à l'homme. La rage est une maladie infectieuse qui est transmise à l'homme par la salive d'un animal infecté à travers la morsure, la griffure. Et c'est une maladie mortelle à 100%. La rage est une maladie négligée, elle touche les populations pauvres et vulnérables. Les enfants de moins de 15 ans sont les plus exposés. C'est une maladie incurable. En cas de morsure, il est impératif de se rendre dans un centre de santé. Le centre antirabique est un centre qui prend en charge les personnes mordues, griffées ou léchées par les animaux susceptibles de transmettre la rage. Et dès que cette personne se présente à nous, nous lui donnons d'abord les informations concernant le protocole de vaccination, concernant le coût du vaccin. À partir de ce moment, nous emmenons la personne exposée en salle de consultation. Nous passons à la vaccination, à la prise en charge de la plaie et à la fin, nous donnons des conseils à la personne exposée. Comme toute autre maladie, la rage est une maladie dangereuse, elle peut être évitée. La première prévention importante, c'est vacciner l'animal lui-même pour éviter bien sûr qu'il porte la rage et qu'il la transmette à des humains. La personne qui protège son animal, qu'elle sache qu'elle n'est pas en train de protéger son animal, elle est en train de se protéger elle-même. Je dis, il ne peut pas avoir de rage humaine s'il n'y a pas de rage animale. La mesure de prévention demeure donc la vaccination de l'animal. Les populations du district d'Abidjan ont subi une grève spontanée des chauffeurs de minicar appelés communément Gbaka et leurs apprentis ce dimanche matin. Selon des témoins, il y a eu bagarre entre les acteurs de la gare et un apprenti Gbaka qui a été grièvement blessé. Évacué au CHU de Yopougon, une délégation du ministère des Transports et des responsables des transporteurs terrestres de Côte d'Ivoire s'est rendue sur les lieux. La délégation rassure les populations. Le jeune apprenti Gbaka est en vie. Le point de Koné Pargassoro, présent sur les lieux. Ces chauffeurs des minicars appelés communément Gbaka et leurs apprentis sont mécontents. Un des leurs aurait été grièvement blessé lors d'une bagarre entre les acteurs de la gare. Une situation qui a créé beaucoup de désagréments aux autres usagers, aux voyageurs, mais aussi aux opérateurs économiques. Les populations, elles, sont obligées de marcher pour regagner leur domicile et lieu de service. Informés de la situation, le ministère du Transport et les responsables des transporteurs terrestres de Côte d'Ivoire se sont rendus au CHU de Yopougon pour constater l'état de santé du jeune Abdoulaye Diallo. L'apprenti n'est pas mort. Nous sommes rendus sur les lieux pour voir son état de santé. Et nous demandons à tous les conducteurs de minicars qui ont fait cet arrêt de travail de reprendre immédiatement. Ce que nous pouvons dire à l'ensemble des acteurs du transport, particulièrement nos conducteurs de minicars et tous nos auxiliaires, c'est que ce dossier sera repris par le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport. Le ministre des Transports nous a dépêchés pour venir sur les lieux, constater les faits, prendre le pouls de la situation, exprimer sa compassion à la famille biologique du blessé et à la grande famille de conducteurs et à celle des transporteurs. Nous déplorons évidemment cette situation qui est extrêmement grave.
L'auteur de cet acte a été appréhendé. Il est aux mains de la gendarmerie nationale. Le ministère du Transport et les responsables des transporteurs terrestres de Côte d'Ivoire assurent les populations qu'une solution sera trouvée les jours à venir pour éviter d'éventuels incidents. Le magazine du dimanche présenté par Alvorassa avait comme invité le professeur Aboulaye Ouattara, enseignant à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, spécialiste en marketing et en action commerciale. Il a fait des propositions pour lutter contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Je vous propose de l'écouter. Le problème de la vie chère repose sur plusieurs dimensions. Sur plusieurs dimensions, c'est-à-dire sur plusieurs aspects, sur plusieurs composantes. Des composantes telles que le transport, des composantes telles que les infrastructures économiques. Et donc, il serait intéressant, pour pouvoir donc lutter contre la vie chère, d'améliorer les structures existantes et de pouvoir intégrer dans ces structures ces principales composantes et de faire en sorte que ces structures, une fois prises en compte, lorsqu'on a pris en compte les composantes, qu'on puisse donc les rendre plus dynamiques. Ensuite, seconde proposition, il serait intéressant de faire la planification, de faire en sorte que nous puissions, dans un premier temps, par exemple, après avoir fait la planification, établir des priorités. Par exemple, on pourrait, par exemple, dans le cadre de la lutte contre la vie chère, se fixer une échéance d'une année et se dire que durant la première année, nous allons mettre l'accent sur les problèmes de production de logements économiques et sur les problèmes de production des vivriers. Parlant de logements économiques, ça existe déjà. Oui, cela existe, mais il faudrait mettre l'accent dessus dans un premier temps. Et ça a commencé. Ça a commencé. Il faut donc accentuer durant une première période. Et puis ensuite, durant la seconde période, on mettra donc l'accent sur d'autres catégories de produits, sans pour autant, bien sûr, négliger les premières catégories sur lesquelles l'accent avait été mis durant la première période. La troisième proposition, elle est relative au fait qu'il faut développer, il faut donc inciter à la création d'entreprises. Et pour cela, il convient de souligner que la proposition est justifiée par le fait que les sans-emploi constituent la catégorie socio-professionnelle sur laquelle la vie chère a le plus d'impact. Il faut donc se pencher sur leur cas. Et pour cela, il faudrait donc que l'information qui est diffusée et qui concerne la création d'emplois, les projets d'entreprise, et que cette information soit transmise de la manière la plus transparente possible. De plus, il serait intéressant de faire en sorte que les petites et moyennes entreprises qui contribuent à la création d'emplois puissent bénéficier d'exonération d'impôts, puissent donc bénéficier de réduction d'impôts pour les encourager à créer des entreprises, des emplois. La quatrième proposition est relative au développement et à l'encouragement à la production. Pourquoi encouragement à la production? Il serait souhaitable que les structures, les regroupements qui sont en place puissent produire à grande échelle. Des jeunes sortent du chômage et c'est une très bonne chose. Le projet du chef de l'État, Alassane Ouattara, de créer 1 million d'emplois en 5 ans est en bonne voie. En moins de 4 ans, ce sont des centaines de milliers d'emplois qui ont été créés, chose qui a été rendue possible grâce à la volonté du gouvernement et des structures mises en place, notamment le Fonds national de la jeunesse, le FNJ. Notre reporter Mamadou Kouassi est allé à la rencontre de quelques promoteurs pour comprendre leur volonté d'adhérer à l'entrepreneuriat à l'occasion de la visite de terrain du directeur général du FNJ, Bamba Lassine, dans la commune de Yopougon. Suivez plutôt. Pendant longtemps, il a caressé le rêve d'entreprendre, de devenir son propre patron. Depuis 6 mois, ce rêve est devenu une réalité pour Hassan Romaric. Il dispose d'une petite et moyenne entreprise, une boulangerie acquise grâce au FNJ, Fonds national de la jeunesse, qui a financé son projet à hauteur de 50 millions de francs CFA. Aujourd'hui, Romaric a en sa charge une trentaine d'employés qui travaillent en temps plein et une vingtaine de prestataires de services. On a une production moyenne de 15 sacs par jour et on fait une moyenne de recette de 500 000 francs. Et on va appuyer encore cette structure par la viennoiserie. On va les fabriquer chez nous-mêmes. Il y aura encore des pâtissiers qui vont venir et on fera aussi certains gâteaux de mariage. Comme Hassan, Fulgence Kwaku est lui aussi chef d'entreprise grâce au FNJ. Il a créé une agro-industrie spécialisée dans la fabrique de chips à base de bananes et d'igname. Je vois que les chips sont beaucoup consommés par les Ivoiriens
Et vraiment, dans ce domaine, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire, ce qu'ils font sont de façon artisanale et puis les conditions d'hygiène n'y sont pas. Dans sa structure, Fulgence a en charge 15 jeunes Ivoiriens qu'il a formés au métier de la restauration. Pour s'assurer de la bonne exécution des projets, une équipe du FNJ, Fonds national de la jeunesse, conduite par son directeur général, mène des visites inopinées. Selon la Sina Bomba, ces visites s'inscrivent dans le cadre de l'encadrement des promoteurs à travers la prise en compte des préoccupations liées à la mise en œuvre du projet. Nous les encadrons au quotidien dans tous les aspects de leur activité, technique, gestion, tout ça, pour que leur exemple puisse servir à d'autres jeunes, pour dire à tous les autres jeunes, diplômés ou non, qu'ils n'ont pas forcément à attendre un emploi salarié ou bien entrer à la fonction publique. Le Fonds national de la jeunesse du Sénégal là. Tous les promoteurs visités dans la commune de Yopougon ont rassuré la délégation du FNJ de leur volonté et de leur capacité à travailler pour le remboursement des crédits dans les délais indiqués. Le FNJ nous a donné le matériel et grâce au matériel aujourd'hui nous arrivons à faire les travaux. Et nous sommes convaincus qu'avec notre politique de management et notre politique de mise en marche par rapport à ça, donc nous serons à mesure de pouvoir rembourser la dette. Pour lutter efficacement contre le chômage et surtout la pauvreté chez les jeunes, le FNJ encourage l'entrepreneuriat. Selon son directeur général, tous les projets individuels ou collectifs soumis à Abidjan comme à l'intérieur du pays seront tous financés. Dans les jours à venir, le Fonds national de la jeunesse procédera à la remise des projets clés en main, des projets déjà réalisés à des groupements de jeunes à Boaké et à Korogo. La médiature forme les journalistes. 25 journalistes issus de la presse publique et privée sont à l'école du grand médiateur. L'institution a initié la formation pour mieux se faire connaître auprès de la presse, mais l'objectif visé en définitive par le grand médiateur est de servir des médias comme relais pour informer les citoyens sur les missions de l'institution. La formation a eu lieu vendredi dernier au siège de la médiature. Gabriel Zani. Le médiateur de la République veut faire des médias un relais dans sa stratégie de communication pour informer les populations. L'institution a constaté que les citoyens ont une notion vague de ce qu'elle fait exactement. 25 journalistes issus de plusieurs groupes de presse ont donc été formés sur les attributions du médiateur de la République. Et nous pensons que cet atelier va nous permettre d'avoir des notions nettes, claires sur l'institution, ce qui va permettre à nous, journalistes, de pouvoir bien faire notre travail au service, bien évidemment, de l'ensemble des Ivoiriens. Cet atelier de formation nous a permis véritablement de savoir plus ou moins de quoi il s'agit ici au niveau de la médiature. À l'origine, on nous parlait de grande médiature, alors que c'est plutôt la médiature. Outillés, ces journalistes pourront à leur tour informer les citoyens. En guise d'exemple, évitez désormais de dire le grand médiateur, dire plutôt le médiateur de la République pour désigner l'institution. Quant au siège, c'est la médiature. Le président de l'institution n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. Merci à vous tous, merci d'être là. Nos attentes au terme de cet atelier de formation, que les journalistes aient une meilleure connaissance de la dénomination officielle, des attributions, de l'organisation et du fonctionnement du médiateur de la République. Après cette formation, le médiateur de la République compte constituer des points focaux dans les rédactions pour mieux communiquer sur les attributions de l'institution. La dénomination officielle est bien le médiateur de la République. Le médiateur de la République vient de vous l'annoncer. Le Fonds de soutien et de développement de la presse a effectué une mission de suivi et de contrôle dans plusieurs localités du nord du pays. Objectif, faire l'état des lieux des fonds alloués aux radios de proximité et s'imprégner de leurs difficultés. Reportage Thérèse Tapeyoboué. Ferkessédougou, Wangolodougou, Diawala, Bundiali, Tengrela, Korogo sont entre autres les localités visitées par la mission de suivi et de contrôle du Fonds de soutien et de développement de la presse. Dans ces localités, Bernice Nguessan, directeur exécutif du Fonds, et sa délégation ont échangé avec les responsables et animateurs des radios de proximité. Dans le cadre de nos financements, nous faisons des visites
aux entreprises bénéficiaires du Fonds de soutien et de développement de la presse. Donc nous sommes venus voir les radios qui sont à l'intérieur du pays pour voir un peu quels sont leurs besoins, dans quelles conditions elles travaillent, recueillir leurs avis sur les soutiens qui leur sont apportés et nous également aller rendre compte des appuis que nous avons faits à notre hiérarchie pour leur dire que les appuis effectivement sont bien arrivés auprès des bénéficiaires. Les animateurs et les responsables de radio ont fait part de leurs difficultés. Nous rencontrons beaucoup de difficultés d'ordre financier, des difficultés de formation, surtout le personnel. En tant qu'animateur, il y a des notions au niveau de l'animation que nous devons connaître. Au niveau des reportages, nos techniciens ils ont besoin de formation. Le Fonds de soutien et de développement de la presse est un établissement public. Il est placé sous la tutelle technique et administrative des ministères de la Communication, de l'Économie et des Finances. Il a pour mission de financer des entreprises privées de presse et de communication audiovisuelle, ainsi que des organisations professionnelles du secteur des médias privés. La page politique s'ouvre avec l'UDPCI. La direction de l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire a lancé les activités du comité ad hoc des enseignants et agents du secteur de l'éducation nationale. La cérémonie a eu lieu à la Bibliothèque nationale au Plateau. À cette occasion, la tenue du congrès de l'Union des enseignants UDPCI en décembre prochain a été annoncée. Marie-Laure Magnassé à Boussanogo. L'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, veut accorder une place de choix aux enseignants. Pour cela, le parti a décidé de mettre en place une structure formelle des enseignants, UDPCI, entendez, Union des enseignants UDPCI. Ce samedi, la direction du parti a procédé au lancement des activités du comité ad hoc des enseignants et agents du secteur de l'éducation nationale. Le comité prévoit déjà, après le lancement, l'installation de coordination et l'élaboration d'un code électoral transitoire en prélude au congrès qui se tiendra en décembre prochain. Toutes celles, tous ceux qui ont des ambitions pour porter haut le flambeau de l'Union, à vos armes. Les représentants du bureau dans les secrétariats généraux ont été présentés et ont reçu des kits. Ces kits comportent une feuille de route et un document stratégique qui leur servira de boussole dans leur mission. Elle fait une tournée d'inspection pour mobiliser les camarades dans les discussions ensemble pour que nous puissions mettre les bases communes pour la construction de notre parti. Le secrétaire général de l'UDPCI a saisi l'occasion pour appeler les enseignants à être fidèles aux engagements du parti, à savoir soutenir la candidature du président Alassane Ouattara. Il faut qu'en 2015, on sente que l'UDPCI a pris